Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime. Maxime, salut. Hello Alexandre. Alors Maxime, tu es venu de Montpellier ce matin pour Toulouse, pour affronter la chaleur toulousaine. Donc là, on est dans le studio de podcast Pastel Studio. Il fait bien chaud, donc on est bien chaud pour donner un maximum de valeur sur cet épisode. Justement, Maxime, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter sur les sujets de la vente ? Déjà, merci Alexandre pour l'invitation. Et pourquoi ça semble intéressant de m'écouter ? En gros, je suis cofondateur d'Ignify, qui est une équipe de directeurs commerciaux externalisés. Ok. Donc, j'ai cofondé avec mon associé Vincent. Et en gros, l'idée est simple. On est là pour structurer, coacher et animer les équipes commerciales et managériales aux côtés des fondateurs et des dirigeants. L'objectif est simple. C'est vraiment d'améliorer les performances commerciales à travers de la structure, une exécution rapide et surtout l'humain au cœur de la performance. Ouais, et alors tu es modeste parce que ce qui est aussi intéressant pour les auditeurs, c'est que tu as un parcours quand même dans des belles boîtes qui sont connues justement pour leur expertise commerciale. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement par où tu es passé pour en arriver aujourd'hui chez Ignify ? Ouais, carrément. Je vais essayer de la faire courte. Ouais. Ça fait depuis 10 ans que je baigne dans l'écosystème startup. Ok. J'ai démarré dans un fonds d'investissement à Londres, du nom de Firestarter. L'objectif était simple, c'était de rencontrer des boîtes assez early. Donc, ils ont investi dans des boîtes comme Citymapper et TransferWise en 2015. Et c'est là où j'ai découvert le principe même de la startup. Arriver, bosser au travail avec un t-shirt et un short et juste l'envie de tout défoncer, avec des gens brillants, des idées géniales, et tout ça dans des petites équipes. J'ai adoré le principe. Et en rentrant en France, je me suis dit, je veux vivre la même expérience. Et j'ai eu la chance de rencontrer Cyril Chiche, CEO de Lydia, qui m'a permis de faire une première expérience en tant que commercial à Montpellier, où j'ai vendu la solution auprès des restaurateurs et auprès des universités pour pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs. Ok, donc tu étais au début sur des cibles pas évidentes, hein, restauration, université. Exactement. En fait, c'était vraiment la genèse de l'aspect commercial Ouais. qui est après devenu mon métier. Et vraiment, j'ai adoré cette étape-là, d'autant plus qu'à l'époque, Lydia n'était pas encore un nom commun. D'accord. Donc une vraie difficulté à sensibiliser et à évangéliser le produit. Et les gens étaient assez craintifs à l'idée de mettre leur code de carte bleue sur le compte. Enfin bref, je t'épargne les détails. Je suis arrivé, il y avait environ 100 000 utilisateurs. Et quand je suis parti, il y avait 1 million d'utilisateurs. Donc vraiment, l'ascension de Lydia, je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai adoré. Ouais, parce que c'est vrai que Lydia, ça a beaucoup marché. Moi, je l'ai installé par le bouche à oreille, en fait. Mais au début, j'imagine que vous avez dû impulser l'installation de l'appli via de ce qu'on appelle de l'outbound, via une force commerciale. C'est ça. Et au final, le produit était PLG. Il s'est fait Ok. par lui-même, le produit bouche à oreille. Ok. Et l'utilisation a fait que les gens l'ont utilisé un peu partout. La stratégie était hyper intelligente parce qu'en tapant sur les universités, des étudiants allaient en alternance puis dans les entreprises et auprès de leurs collègues, dans les after-work ou autres, ils commençaient à promouvoir la solution par eux-mêmes. Ok, Donc hyper smart comme approche marché. très bien. Et après, tu as été chez Swile, une autre start-up montpelliéraine, là aussi très forte sur la partie commerciale. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai tellement adoré l'expérience early stage, je me suis dit je veux retrouver la même chose à Montpellier. Et encore une fois, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré Loïc Soubéran qui m'a proposé donc de rentrer chez Luncher à l'époque. D'accord. Et on n'était pas encore une solution de ticket restaurant. Et je suis arrivé en tant que stagiaire et 11e salarié. Ah oui, tu as vraiment été au tout début de l'aventure. Ouais. C'est ça. Et pour donner un ordre d'idée, je suis resté 6 ans chez Swile. Et à la fin, quand je suis parti, on était 1200 salariés. D'accord. Et Donc, sur la partie vente, tu as eu une évolution sur tes C'est ça. missions, ton poste? Complètement, ouais. Et on aura l'occasion d'en parler du coup lors du podcast. Mais je suis passé de stagiaire à commercial, manager d'équipe commerciale et à la fin directeur des comptes clients en collaboration avec le directeur de l'acquisition et des sales qui est Vincent, mon associé actuel chez Ignify. Et en gros, tous les deux, on a co-construit l'équipe sales à Montpellier. On est passé de 1 sales à 120 commerciaux en l'espace de 3-4 ans. Et on a géré l'intégralité du tunnel de vente. D'accord, donc tout ce que tu as appris dans ces expériences, maintenant tu le mets en application pour tes clients chez Ignify. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui de comprendre, parce que tu vas nous parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Donc tu voulais nous expliquer comment structurer une machine de vente, notamment pour essayer d'avoir des équipes performantes. Pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet aujourd'hui ?
Parce qu'on trouve que c'est essentiel pour chercher la performance commerciale. Aujourd'hui en France, il y a pas mal de lacunes sur ces sujets-là. Et on l'a expérimenté chez Swile en phase d'hypercroissance, en phase d'hyperscale, parce que mine de rien, passer de 1 à 120 commerciaux en 3 ans, c'est un défi structurel mais aussi humain. Ça passe par des phases de recrutement massif, ça passe par de la promotion interne pour faire naître des managers qui doivent eux-mêmes transmettre leurs bonnes pratiques auprès des commerciaux. Alors c'est joli sur l'histoire, hein, sur le papier, mais en réalité, il y a eu quand même pas mal d'erreurs, et tant mieux d'ailleurs, on en a fait énormément, qui nous ont permis justement d'arriver à cette finesse commerciale qu'on a réussi à provoquer chez Swile. Et je me permets de finir sur cette carrière de 10 ans. Aujourd'hui, cet aspect 0 to 1, donc je viens de ce monde-là, je me suis rendu compte que la vente était le nerf de la guerre dans cet environnement-là. Ouais. Et En fait, c'est vrai que quand tu crées une start-up, beaucoup de gens pensent que le produit va se vendre par soi-même, et c'est rarement le cas. Ça se peut si le produit est vraiment révolutionnaire, mais dans la majorité des cas, ça passe par une impulsion commerciale. D'où le nom Ignify, qui est Ignite Your Growth and Let It Amplify. Ça démarre par amorcer le business. Ok. Et amorcer le business, ça nécessite de la méthode, de la discipline, de la structure. Et pour répondre à ta question, j'aime bien me reposer sur une citation de Guillaume Moubèche, donc l'ex-CEO de Lemlist, qui parle très souvent d'une formule qui est de la vente est égale à la confiance fois le momentum. La confiance, c'est simple, c'est cette capacité, donc commercialement parlant, à convaincre un inconnu d'aller prendre ta solution, de te faire confiance à l'idée de travailler avec toi, ou à travers de la création de contenu ou de la mise en relation, tu as un levier de confiance fort auprès de ton interlocuteur. Et le momentum, c'est arriver au bon moment, donc arriver sur le bon timing du projet, ou encore mieux, provoquer l'urgence, pour s'assurer d'arriver vraiment au bon moment et de faire comprendre à ton prospect que le coût de l'inaction va être tellement fort qu'il vaudrait mieux mettre en place le produit dès aujourd'hui. Donc en reprenant cette formule, j'aime y rajouter une division. C'est la dette de la structure. D'accord. Parce qu'en réalité, au moins la structure est présente, au moins les équipes commerciales sont organisées, et au moins cette équation-là est efficace. Parce qu'en réalité, je n'ai pas honte de le dire, et je vais parler d'une anecdote perso, quand j'étais commercial chez Swile, j'ai été le top performer pendant 2 ans d'affilée, alors que j'étais en alternance, donc 1 semaine de moins par mois, et face à 120 commerciaux. Et je n'ai pas honte. Ouais, à temps plein, voilà. Et je n'ai pas honte de dire que 80% de ma performance vient de mon organisation. Oui, on va parler de ça parce que tu as voulu organiser l'épisode en 3 parties. Les process en première partie, la vélocité en deuxième partie et l'humain en troisième partie. Donc, la première chose à comprendre quand tu veux créer une machine de vente, comme tu l'as fait avec Swile, c'est l'importance des process, de la discipline. Exactement. Comment tu fais pour les auditeurs qui nous écoutent pour installer la bonne discipline, les bons process? Alors, c'est une bonne question. Il y a une vraie définition d'un cadre et appliquer des méthodes. J'aime bien dire qu'un bon commercial, il doit être rigoureux comme un militaire et appliquer les méthodes comme un scientifique. Dans le sens où on sait qu'il y a des méthodes qui fonctionnent très bien. On peut les voir d'ailleurs sur LinkedIn, il y a beaucoup de ressources sur le sujet qui expliquent des méthodes d'acquisition, de renewal, enfin bref, plein de bonnes pratiques commerciales. Il faut savoir les appliquer, sauf que sans rigueur et sans discipline, tu pourras rarement voir les résultats de ce genre de méthode. Donc, ça démarre tout simplement par de la structure et de l'organisation de sa journée et de sa semaine, et savoir aussi prioriser les tâches. On se base simplement sur la matrice de Eisenhower, urgence, importance, et on se cadre chaque jour pour s'assurer d'avoir les tâches les plus importantes à réaliser. Donc on a des outils géniaux comme les CRM pour pouvoir, en tant que commercial, organiser sa journée et sa semaine. Et l'objectif, c'est de mettre en place des process commerciaux pour s'assurer que les équipes commerciales soient dans un cadre dans lequel ils seront le plus efficaces et surtout leur permettre de cibler les choses les plus importantes. Parce qu'on a tendance un peu à s'éparpiller en tant que sales, surtout quand on fait du volume. Et si on n'organise pas ces tâches en amont, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Je tiens à préciser aussi un point. Pour moi, les processus commerciaux, c'est bien différent de la rigidité. C'est là pour libérer le cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que grâce à la structure, on pose son cerveau et on enlève de la charge mentale liée à l'administratif pour s'assurer d'être pleinement connecté avec son prospect ou sur son taf qui est de faire de la prospection. Oui. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, d'une structure sur une journée typique
voire une semaine type d'un commercial que tu pourrais accompagner ou d'un directeur commercial. Bien sûr. Alors c'est un bon point, hein. Ce cadre vaut aussi sur l'aspect management et direction commerciale. Et ça va s'adapter aussi au métier, au marché et à beaucoup d'indicateurs à prendre en considération. Mais je pars d'un principe où tout ce qui n'est pas dans ton agenda et dans ton CRM n'existe pas. Et il faut se mettre, donc la fameuse logique du time boxing, de se mettre des créneaux dédiés pour être le plus efficace possible. Et pour s'assurer aussi de bien faire les choses à la fin de la semaine. Parce qu'on a tendance parfois à trop s'organiser et à ne pas faire ce qui doit être fait. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et le fait de se mettre des tâches quotidiennes pour réaliser ces tâches-là à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, c'est essentiel. Donc, pour une comparaison sur un commercial, typiquement, à titre perso, en tant qu'ancien swiler, ancien sales, je démarrais ma journée par une demi-heure d'admin où je préparais toutes les tâches de la journée et je les priorisais par thématique. Et en fonction de ce qu'il y avait, donc si c'était des relances contrats ou relances présentation, j'avais déjà eu un contact avec la personne, donc pour moi c'était un échauffement social. Je démarrais par ça dès le début. 9h du mat', j'échangeais avec des gens qui m'avaient déjà rencontré, donc des échanges assez simples. Et à partir de 10h jusqu'à midi, pour moi c'était une fenêtre de tir hyper intéressante sur les taux de joignabilité, je faisais de la prospection à froid. Et là je me mettais dans un état d'esprit complètement différent, en mode chasseur. Donc voilà comment j'organisais mes phases de prospection et ça a changé d'une journée à une autre parce qu'on va observer justement des taux de joignabilité différents en fonction de la semaine. Ouais, donc tu réveillais la machine avec un peu d'administratif, d'organisation la première heure. Ensuite, tu chauffais un peu la machine avec des échanges avec des gens avec qui que tu connaissais. Et ensuite, une fois que tu avais bien chauffé la machine, tu attaquais dans le dur avec la prospection. Donc première demi-journée et l'après-midi, c'était plutôt dédié à des rendez-vous peut-être ? Ouais, c'est ça. Il y avait aussi les rendez-vous qui étaient planifiés. Et en gros, pour moi, c'était important d'organiser sa semaine d'une vue d'ensemble, mais chaque jour, on devait adapter la journée d'après, parce que tu as des rendez-vous qui se positionnent entre-temps, donc il fallait toujours s'adapter en fonction. Bon, là, on parle spécifiquement de l'organisation d'un sales, mais dans la structure, on parle aussi de l'organisation des équipes commerciales. Je pense que c'est un point important à préciser. On l'a vécu chez Swile et on le retrouve dans beaucoup de boîtes. C'est assez américain. Je ne dis pas que c'est une recette miracle, mais les sales funnels doivent du coup respecter un certain ordre des choses entre MQL, SQL, donc le lead qui arrive dans ton pipe, et ensuite le reste du tunnel. Donc acquisition, closing, onboarding, rétention, fidélisation. Donc on connaît tous les intitulés de poste qui en découlent. Mais voilà l'organisation qu'on se doit de mettre en place pour mieux analyser le sales funnel. Dans notre méthodo, en gros, on vient analyser l'intégralité de ce tunnel pour voir justement les points forts sur lesquels il faut miser et investir du temps et de l'humain, et les axes de progression sur lesquels il faut travailler. Et cette structure-là, elle est nécessaire pour que la machine puisse bien rouler derrière. Ouais, donc est-ce que tu peux répéter la structure pour les auditeurs? Peut-être que ça a été un peu vite. Acquisition, est-ce que tu peux le répéter dans l'ordre? Parce qu'en fait, ce qu'on comprend, hein, c'est que c'est vrai que dans la vente, on a ce préjugé sur le vendeur talentueux qui va se reposer sur son talent et qui va surperformer. Dans la réalité, ça n'existe pas, ou alors c'est très rare. Les meilleurs vendeurs, souvent, ont ces process bien en tête et appliquent la structure dont tu as parlé de manière, comme tu l'as dit, militaire et scientifique. C'est ça. Après, ce processus de vente va s'adapter, encore une fois, en fonction au marché, des équipes, si c'est du cycle lent, cycle rapide, et plein d'autres facteurs à prendre en considération. Nous, ce qu'on observe, en tout cas dans des startups early stage, c'est d'avoir cette étape de MQL, SQL, donc on génère le lead. Ensuite, il y a une personne qui peut être responsable de ça, mais qui peut aussi gérer le full cycle. Là, on rentre dans un autre débat. C'est est-ce qu'il faut splitter ce sales funnel en intitulé de poste, ou est-ce que c'est un seul et même sales qui gère le full cycle? Donc oui, en plus, c'est un débat qui revient sur la table parce que les entreprises ont un peu moins d'argent, un peu moins de levée de fonds, et donc elles spécialisent un peu moins les tâches de leurs équipes commerciales, et du coup on se retrouve avec des gens qui gèrent un peu plus l'ensemble du cycle de vente. C'est ça. On recommande justement en early stage de miser sur des profils full cycle pour les responsabiliser et pour justement minimiser le nombre de personnes en tout cas le nombre d'interlocuteurs. Donc des profils qui vont à la fois prospecter, faire les rendez-vous, éventuellement closer, peut-être même faire un peu d'après-vente, même si c'est peut-être pas recommandé. C'est pas recommandé et ça arrive. Après, là, on rentre dans une chimère de est-ce que c'est l'acquisition ou l'élevage. Mais en tout cas, on recommande du full cycle dans les débuts, c'est important. Oui.
Et pour revenir sur ce sales funnel, donc prise de rendez-vous, acquisition, onboarding, s'assurer que le produit soit bien installé pour le client en fonction de la complexité, et ensuite fidélisation, rétention, c'est aller chercher de l'upsell, du cross-sell et s'assurer qu'il n'y ait pas de churn aussi. Oui, c'est vrai que dans les startups, on peut aussi oublier cette partie-là de fidélisation et de rétention. Et on se retrouve, et ça c'est le cauchemar des fondateurs ou des investisseurs, avec le fameux churn, donc c'est des pertes de clients qui ne renouvellent pas le contrat. Complètement. Et c'est une vraie mine d'or, autant pour l'évolution produit, parce qu'on va pouvoir aller faire des appels de follow-up avec nos clients pour comprendre comment ils utilisent le produit, donc orienter nos roadmaps en interne en fonction. Et c'est aussi une vraie mine d'or en termes de business, parce que le renewal, l'upsell et le cross-sell vont faire grandir le chiffre d'affaires en interne sur des gens qui nous font déjà confiance. Et aussi cette capacité de nous faire des recommandations. Donc l'acquisition de demain, elle se reposera sûrement plus sur de la mise en relation que sur de la chasse pure et dure. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que ces process-là aussi, quand tu parles de start-up, c'est souvent des juniors qui sont dans les entreprises. Ça leur permet aussi de souffler un peu, de se libérer un peu, parce que c'est vrai que quand on est junior sur la partie vente, c'est quand même une fonction qui n'est pas facile. Si on met en place ces process, en général, ça leur permet tout simplement de progresser et d'aller plus vite. Et on va parler de vélocité juste après. Ouais. Complètement. Et parfois, on a tendance à donner la responsabilité aux juniors qui arrivent de construire les process. De tout construire. Ouais, exactement, de tout construire. On a vu des intitulés, on a vu des offres qui sont hilarantes où on demande à un alternant d'être un directeur commercial d'une boîte early stage. Ah oui, j'avais vu ton post LinkedIn. Ouais. Voilà. Et donc, quand on voit ce genre de truc, on se dit waouh, ok. Donc, c'est bien de donner de la responsabilité. On est pour ce genre de choses. J'en ai moi-même profité. J'ai été alternant et manager d'une équipe commerciale. C'était génial. Sauf que ça se cadre. Et ce cadre-là, c'est des process. En fait, il faut leur apporter un système où ils pourront être le plus efficace possible. Et typiquement, ça se passe dès l'onboarding. Parce qu'en réalité, day one, dès que le sales arrive, il faut s'assurer qu'il puisse être opérationnel en l'espace de 3 mois. De manière progressive, donc ça passe par de la formation, mais ça passe aussi par des KPI, donc des objectifs de productivité, mais aussi des OKR, donc des résultats à atteindre semaine par semaine, mois par mois, trimestre par trimestre. Ouais. Il sait où il va. Et il connaît aussi le niveau d'exigence de la boîte. Et si vous voulez avoir une boîte drivée par la machine de vente, par une dynamique commerciale, il faut que vous soyez hyper exigeant sur ce genre d'étape. Oui, donc là, tu as parlé de l'onboarding, de la formation. Bon, ça pourrait être des épisodes de podcast à part entière. J'en ai fait d'ailleurs sur ces sujets. Concrètement, toi, tu préconises à tes clients de mettre tout ça, j'imagine, à l'écrit, peut-être sur un Notion ou sur un Google Doc partagé. Sur la forme, tu leur préconises plutôt quoi? C'est un très bon point et on préconise à chaque fois de faire un sales playbook. Ok. Voilà. Ouais, j'allais te demander. Ouais. Voilà. C'est un peu la to-do que chaque entrepreneur se met en bac, mais qui n'est jamais vraiment fait et bien fait d'ailleurs. Ouais. En gros, il faut se dire un truc, c'est que le CEO est le meilleur commercial de la boîte. Et ce, pour toujours. Parce qu'ils vont avec les tripes. Sauf qu'il espère, demain, en recrutant un sales, que cette personne soit meilleur commercial que lui, et donc il va attendre de lui de meilleurs résultats et cette capacité à être autonome. C'est hyper ambitieux d'attendre ça d'un junior, en réalité. Ouais, même d'un senior. Hein. Aussi, c'est vrai. On peut attendre ça, du coup, de profils qui... Enfin, en tout cas, il y a ce besoin, en tout cas, de processer. Et donc, le sales playbook, pour nous, est hyper important parce qu'on vient tout simplement documenter tout le jus de cerveau du CEO. Tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, lister les objections les plus fréquentes, qu'est-ce qu'on y répond, et tous ces process commerciaux dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, ce sales playbook, ça va être la bible et la colonne vertébrale de tous les commerciaux. Pour l'onboarding, mais aussi pour tous les commerciaux en interne. Parce que ce sales playbook, il faut le faire vivre. Au plus on fera d'école des R1 et des R2 avec des prospects et des clients, et au plus ce playbook va évoluer. Donc, typiquement chez Ignify, à partir du moment où on commence l'accompagnement, on crée ce document sur Notion, en espace partagé avec les commerciaux et les dirigeants, et on commence déjà à écrire le script de vente, les process commerciaux, à les challenger et à le documenter pour que ça soit accessible pour tout le monde. Ouais, très important. Moi, je suis un vrai fan des playbooks. J'en ai mis un d'ailleurs sur le site Les Héros de la Vente si jamais vous voulez un modèle. Donc, c'est un Google Doc. Vous pouvez le copier-coller dans un Notion ou autre part. Mais effectivement, vous arrivez dans une entreprise, vous devez onboarder des commerciaux. L'idéal, c'est de tout mettre par écrit, que ce soit
comment on écrit un mail, comment on fait un rendez-vous, comment on appelle des prospects, comment on fait le suivi de vente, quelles étapes on doit respecter. Pourquoi pas mettre des vidéos même de rendez-vous, de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques si vous le souhaitez. Mais hyper important. Très bon point sur la vidéo, je me permets de rebondir. Ouais. Ça permet de rendre plus accessible aussi l'information. C'est plus attractif. Je recommande d'ailleurs Clap. Oui, pour, je les interviewe la semaine prochaine. Tu vois. Ah bah génial, tu rencontres Pierre du coup. Oui. Voilà, qui était un partenaire. Et Clap pour le coup est un outil extraordinaire pour ça. Parce que, ça permet d'enregistrer, de rendre accessible l'information, mais surtout tout est travaillé via intelligence artificielle, ce qui permet de simplifier aussi le récap de ces notes. Et au-delà de ça, ça permet aussi d'aller utiliser la donnée de tous vos échanges en direct avec vos prospects et vos clients et d'en faire un doc unique et avoir accès à des informations dont vous ne pourrez jamais avoir accès si vous faites juste du shadowing. Et donc pour revenir sur ce playbook, on a tendance à se dire bon, c'est pas nécessaire, j'ai que 2 sales, 3 sales, pas besoin de cadre, pas besoin de process. Bien au contraire, c'est à partir de ce moment-là où le chaos commence. Et trop souvent d'ailleurs, on arrive dans des boîtes où il y a juste 2 sales et au final le chaos est déjà passé par là parce que mauvaise priorisation de la base de données, le CRM n'est pas du tout rempli, donc inexploitable pour orienter sa stratégie, ou pire encore, les commerciaux se chevauchent sur leur base de données, et ça crée une ambiance de merde, clairement. Et on est là justement pour prévenir les dirigeants que ce playbook-là sera vraiment cette colonne vertébrale et cette bible pour les commerciaux qui va les pérenniser sur l'avenir. Ouais, donc c'est fondamental. On a bien compris, donc vraiment mettre en place des process via ce playbook, via de l'onboarding ou de la formation. Et maintenant, une fois qu'on a mis cette base-là, vous pouvez commencer à travailler sur ce que tu appelles la High Velocity Sales. Est-ce que tu peux expliquer aux éditeurs qu'est-ce que c'est ? Alors la High Velocity Sales, c'est notre zone de génie chez Ignify. Et après avoir construit la structure, donc la machine, il faut mettre de l'essence et l'envoyer. Et ça demande beaucoup de méthodos. Et la High Velocity Sales, en réalité, c'est reproduire des ventes rapides, répétables, via de l'énergie collective. Très bien. Comment ça se traduit, du coup ? Je vais te parler d'une anecdote qui va tous nous parler. Chez Swile, donc, on était une centaine de commerciaux à Montpellier. D'ailleurs, avec 2 floors de 400 mètres carrés qui étaient décorés en format jungle et en format plage. D'accord, ouais, c'était Koh-Lanta. Exactement, ouais. Et hyper réaliste pour le coup parce que c'était des vraies plantes et du sable sur le sol. Donc pour donner un ordre d'idée, c'était vraiment le bordel avec les câbles et tout le système, quoi. Et donc imagine juste une centaine de commerciaux qui passaient 400 calls semaine par sales et qui signaient entre 10 et 20 contrats par semaine par sales. D'accord. Une énergie folle. Ça fait un peu plateau à l'américaine comme le loup de Wall Street, sauf que c'est un peu plus bienveillant dans la communication au quotidien, mais une énergie dingue. Et ça, c'est pas juste grâce à Swile qui était un produit génial, ou le fait que c'était juste une récréation entre collègues, mais il y avait une vraie animation derrière. Les rituels et tous les process justement qu'on a mis en place en amont qui nous permettent d'être hyper efficaces. Donc cette High Velocity Sales, c'est répéter le succès de manière simple, répétable et avec l'énergie du collectif. Et ça s'orchestre. Et volontairement, je parle d'orchestre et je parle de l'analogie musicale. C'est qu'il faut faire cohabiter différents instruments pour s'assurer qu'il y a un résultat commun et une performance commune. Et ça, c'est le rôle des managers, des directeurs, d'aller justement ritualiser ces moments-là. Oui, c'est vrai que c'est le sujet critique quand on commence à avoir de la croissance, c'est comment tu répètes les performances par exemple de tes premiers commerciaux ou de tes fondateurs sur des nouvelles équipes, comment tu arrives à prévoir la croissance. Et c'est le sujet peut-être de la Bible de la vente aux États-Unis, From Impossible to Inevitable, qui explique qu'effectivement comment tu peux mettre en place des piliers pour prévoir et répéter les performances commerciales. Selon toi, quels sont ces piliers ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver à dupliquer ces ventes ? Un bon pilier pour moi qui est important, c'est de rapidement repérer les meilleurs performeurs, oui. D'éviter qu'ils soient isolés, parce que les commerciaux, de manière générale, sont assez individualistes. Oui, c'est des loups solitaires souvent. Voilà. Et l'objectif, c'est de faire profiter de leurs bonnes pratiques et de leur énergie aux équipes.
Ça passe par de la documentation, on parlait du playbook tout à l'heure, mais ça passe aussi par des workshops et de la transmission. Pour nous, c'est hyper important, la transmission. Il faut savoir transmettre ces bonnes pratiques, transmettre aux juniors, mais aussi permettre aux plus seniors de faire évoluer leurs pratiques. Et les meilleurs commerciaux ont plein de choses à partager. Donc c'est pour nous un point important et c'est le rôle du manager aussi d'aller provoquer ce genre d'échange, ce fameux chef d'orchestre. Dans ces rituels et dans cette animation, il y a aussi du cadre, encore une fois, on en parle assez souvent, mais ce cadre-là permet aussi de faire de la proximité managériale. Ce que j'entends par là, c'est que le suivi que le manager aura de manière récurrente, ritualisée, va permettre justement de récupérer ces bonnes pratiques et d'avoir aussi une finesse hyper forte sur la projection du business. On a un point sur lequel on est hyper fier à travers cette High Velocity Sales. Chez Swile, on avait un niveau de prédictabilité business qui était à hauteur de 97% sur un trimestre. D'accord, donc vous prévoyez le chiffre d'affaires réalisé et puis vous y étiez quasiment dans les clous. Exactement. Donc on va expliquer comment on y arrive, mais ce que ça provoque derrière, c'est naturellement une confiance aveugle des dirigeants et des investisseurs. Ouais, c'est plus facile de mettre de l'argent quand tu sais que dans quelques mois, tu vas faire ce que tu as prévu. Et exact. Et en gros, pour arriver à ce niveau-là, il a fallu passer par la fameuse phase que beaucoup de sales et de managers connaissent, c'est le forecast qui fond comme neige au soleil plus les mois passent. Et pour éviter ça, il faut directement aller au cœur du problème, c'est faire des points réguliers avec les sales sur leur business review, sur leur pipe. Refaire une passe sur chacune des opportunités et faire du coaching commercial en réalité sur ok, ce business-là, quand est-ce qu'il va tomber, pourquoi il va signer et quel est ton niveau de confiance à l'idée que ça close. Quelles sont tes prochaines étapes? Donc là, on parle des process dont on a parlé au début, la structure. Il faut s'assurer que ces bonnes pratiques soient transmises au bon moment, au bon endroit, par les managers. C'est ce qu'on appelle cette fameuse High Velocity Sales. Et ça ne passe pas par un coaching qui dure juste une après-midi où on fait opération coup de poing, mais c'est sur de la répétition. Oui, coaching quasiment quotidien. Exactement. Et c'est le rôle du manager. D'accord. Qui d'ailleurs endosse un peu une triple casquette, parce que coach, manager et aussi commercial, parce qu'il avait aussi des performances perso à atteindre, c'est trois boulots qui n'ont absolument rien à voir entre eux. C'est la difficulté souvent des directeurs commerciaux, c'est que certaines entreprises vont leur demander d'être un commercial plus, alors qu'il y a une partie management très forte et si possible une partie coaching qui est encore quelque chose de différent par rapport à du management. Complètement. Et aujourd'hui, les bons directeurs commerciaux arrivent à avoir ces trois choses-là, mais qui ne sont pas toujours reconnus par l'entreprise. Pour que l'entreprise, elle peut se dire parfois, un directeur commercial, ce n'est pas fait pour faire du coaching, par exemple. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut être hyper précis sur les attentes que l'on peut avoir d'un poste en particulier, manager ou directeur commercial. On pourrait rentrer dans un autre débat où on fait évoluer des managers, des commerciaux qui sont bons dans leur métier en tant que manager, mais qui au final font de très mauvais managers pour plein de raisons, et d'autant plus sur la fibre commerciale, parce qu'un sales par définition, c'est quelqu'un qui est individualiste, égoïste aussi, et qui va penser juste à sa performance à la fin, alors qu'un manager, c'est tout l'inverse. Il est altruiste, il va vouloir faire monter en puissance ses équipes, il va être hyper à l'écoute de ses pairs. Enfin, on ne retrouve pas forcément les mêmes attentes et compétences métiers. Oui, on a la même chose sur les développeurs. Souvent, les bons développeurs, les bons ingénieurs, on les fait monter en manager d'équipe et on se rend compte que c'est pas si évident que ça de mettre un top développeur en leader d'équipe. Complètement. Et c'est donc un débat que tout le monde connaît, on en a beaucoup parlé, on entend un peu partout, sauf que dans les faits, il y a encore beaucoup trop de boîtes qui font ce genre d'erreur. Et ça abîme les équipes, ça abîme la performance commerciale, et les humains derrière en pâtissent. Donc c'est vraiment un choix qu'il faut bien mesurer et bien préparer. Et j'en suis moi-même l'exemple, j'ai été le meilleur commercial chez Swile, on m'a fait évoluer en tant que manager, et avec du recul, je sais que je ne suis pas fait pour ça. D'accord. Et pourtant, j'ai fait 2-3 ans de management derrière. J'ai fait plein de conneries, j'ai énormément appris. On parlera tout à l'heure d'un autre volet qui pourra expliquer certaines situations dans lesquelles je me suis retrouvé. Mais j'ai été accompagné dans ce suivi-là et j'ai su admettre le fait que je n'étais pas fait pour ça.
Ouais. Dans l'animation d'équipe qui permettent d'aller vite et dans la duplication des bonnes pratiques, c'est deux choses dont tu as parlé. Quelles sont les erreurs que tu vois ou qu'on peut faire quand on est dans cette situation? Les erreurs qu'on rencontre le plus souvent, c'est de laisser les commerciaux s'isoler physiquement quand les équipes sont au bureau. Trop souvent, quand on arrive sur des floors, on voit des sales qui se mettent dans des bubbles ou dans des salles de réunion quand ils font leur call. De peur d'être écoutés, d'être jugés, mais aussi pour ne pas déranger le client parce qu'il y a du bruit derrière, par exemple. On entend souvent ce genre de point. C'est essentiel pour nous l'énergie commerciale, du collectif. Donc première chose que l'on fait quand on arrive chez des clients, c'est de rassembler les équipes au même endroit. On parlait d'énergie collective, ça s'anime et ça passe par les humains et c'est important de les réunir au même endroit. Qu'est-ce que c'est puissant? Et je suis persuadé d'une chose, c'est que ça peut multiplier par 2 ou par 3 la performance. D'accord, oui, parce que tu vois l'autre charbonner, donc tu dis, bah tiens, à mon tour d'y aller, quoi. Exactement, même pour la montée en compétences. Tu poses ton casque le temps de faire ton admin, t'entends l'autre en train de faire un discours, tu dis ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça par contre je le dirais pas. Il y a aussi ce genre de retour. Mais je reprends l'exemple de Swile, 120 personnes sur un plateau en train de faire des calls à longueur de journée, mais l'énergie que ça a provoqué. Donc les résultats, les chiffres dont je t'ai parlé sont dingues, et je suis persuadé que ça vient essentiellement de cette énergie collective. Donc ça s'anime, ça s'orchestre aussi par la présence des managers, et il y a des points de rituels à ne surtout pas louper, qu'on appelle la start of the week et la end of the week. Donc début de semaine, on fait le point sur toutes les grands objectifs à atteindre d'ici la fin de la semaine, mais aussi les engagements, parce qu'on engage les sales à des résultats pour avoir cette précision de forecast, justement, pour être sûr d'aller les challenger sur leur capacité à bien projeter un business, et surtout la fin de semaine. On est là pour célébrer les succès. Mais on ne le fait pas sur une visio ou sur un Slack, on se retrouve tous ensemble au même endroit, vendredi après-midi, et on célèbre les managers de la semaine, les équipes de la semaine, les commerciaux de la semaine. On célèbre les plus grosses perfs, les contrats signés, le plus de rendez-vous pris, et ils partent avec le sentiment du devoir accompli. Ils partent en week-end avec le smile, et ils arrivent le lundi avec une énergie dingue. Donc tu préconises le point du début de semaine, le point de fin de semaine plutôt pour fêter les réussites. Tu préconises le travail en équipe, le partage de bonnes pratiques via un playbook, via l'analyse de vidéos. Est-ce que dans ton schéma, tu as aussi des points individuels dans la semaine, peut-être des jeux de rôle, des coachings? Qu'est-ce qu'on peut agrémenter dans la semaine pour continuer à garder cette impulsion commerciale? Tous les points dont je t'ai parlé tout à l'heure, on était vraiment sur de l'animation. Oui. Ensuite, il y a cette partie de transmission des bonnes pratiques. Donc, aller récupérer les bonnes pratiques des héros isolés, s'assurer d'en récupérer les meilleurs insights. Et ensuite, il faut bien évidemment le transmettre aux autres. Ça passe par un playbook, mais aussi par des workshops. Donc, faire des workshops réguliers, une fois toutes les 2 semaines, sur des thématiques précises, en fonction des priorités business, mais aussi en fonction des besoins des équipes commerciales. Autre point, donc tu parlais des points individuels, il faut décorréler, je pense, le point individuel coaching du point individuel humain, où on va parler juste des performances du mois passé, mais aussi des sujets plus people. Donc pour moi, encore une fois, ça se ritualise et ça s'organise, encore une fois. C'est de la structure. On revient sur le point initial. Très bien. Bon, c'est bien, tu as parlé justement de ces structures. La partie vélocité, donc on a bien compris, il y a plusieurs piliers à respecter. Et puis il y a un dernier pilier aussi dont tu voulais nous parler. Tu en as déjà parlé depuis le début de l'interview, c'est la partie humaine. Parce qu'en fait, effectivement, on a la théorie, et puis une fois on veut la mettre en pratique, en face, on a des humains avec chacun leurs particularités, leurs qualités, leurs défauts. Comment ça se passe pour faire tout tenir ensemble et qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs qui veulent justement appliquer tes conseils? Pour faire dans l'ordre, on a vraiment construit la machine, on a lancé cette fameuse machine avec la High Velocity Sales, mais quid de l'humain? Et ça, c'est important parce que c'est pour nous la base même de la performance commerciale. Et il faut savoir leur donner du sens et une direction. Et pour ça, on a un principe, ou en tout cas un terme qu'on a créé avec Vincent, qui s'appelle la bienviolence.
D'accord, donc vous avez inventé Voilà, c'est ça. le terme, tu l'as mis à l'INPI. L'Académie française n'a pas encore validé le mot, mais on y travaille, on y travaille. Bienviolence, c'est un terme qui est volontairement provocateur. Oui. Et c'est un savant mélange entre bienveillance, mais aussi exigence. C'est savoir bousculer les gens avec respect, avec de la forme, et s'assurer de leur faire atteindre leur plein potentiel. On est là pour dire les choses, mais pour les faire progresser. Ouais, donc j'imagine que ça rejoint un peu la science du feedback, c'est-à-dire donner le feedback juste, mais qui peut du coup être un peu déstabilisant. Ouais, même vexant pour certains. Mais on ne veut pas tomber dans ce feedback bienveillant où oui, on dit les choses pour faire progresser les gens avec toute cette rondeur derrière qui au final n'apporte pas grand-chose. Parce qu'on voit que c'est le fameux feedback sandwich, Oui. où on essaie de faire passer le truc, mais au final, on sent que c'est bullshit. Et je pense qu'au même titre qu'un coach sportif, on va venir piquer là où ça fait mal, mais tu sais que c'est pour ton bien au fond. Et ça se travaille, il y a une manière de le faire. Et cette bienviolence-là, on l'a utilisée énormément chez Swile et on arrive à chaque fois avec chez nos clients. Et force est de constater qu'à chaque fois, ça a un résultat de dingue sur la communication, les interactions en interne, au-delà même des équipes sales, mais aussi en termes de performance. Ils ont envie de se donner un peu plus encore. D'accord. Donc cette bienviolence-là, c'est de l'exigence, c'est de la transparence, un feedback juste, mais il faut être aussi capable de recevoir ce feedback. Et est-ce que tu adaptes ça en fonction des interlocuteurs que tu as? Est-ce que tu te dis, lui, il va être très réceptif, même si je lui rentre un peu dedans, lui, il faut que je prenne des pincettes. Comment tu t'adaptes ça? Il y a pas mal de choses à adapter en effet, en fonction de l'interlocuteur, du feedback que tu souhaites lui faire. Il y a vraiment 3 éléments forts dont on pourra parler. Je me permets juste de revenir sur une anecdote pour vraiment imager la situation de la bienviolence. J'en ai moi-même payé les frais. Et je pense que ça a été vraiment le début de ce principe-là. Quand je suis arrivé chez Swile, au bout de 1 an, du coup, je te disais que j'étais un des meilleurs performeurs. Je sors d'école de commerce, donc j'étais un vrai petit con. Je pensais sincèrement que j'étais la rockstar du plateau. On était une vingtaine de personnes et bref, j'étais en grande performance, j'étais hyper autonome. Et un jour est arrivé Vincent, donc mon associé actuel, qui était à l'époque le manager commercial. Il est arrivé pour manager l'équipe en place. J'étais hyper réfractaire à son feedback, mais aussi à son arrivée. Et 2-3 fois, il m'a foutu des petits feedbacks bien placés, qui m'ont vexé, clairement. Mais je les ai un peu considérés, je les ai appliqués. Donc typiquement, tu vois, j'avais une feuille A4 en tant que sales, je lisais mon script vraiment à l'ancienne et je pensais être un génie de faire ça. Au final, tu te doutes bien que j'avais aucune connexion avec mon prospect. Et bref, il me fait des feedbacks de ce genre-là, j'applique du coup ses conseils et là je me rends compte que, waouh, ok, je sens que je deviens meilleur. Ça va mieux. Ouais, c'est ça. Et là je me suis dit, ok, donc je vais lui faire un petit point, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, écoute Vincent, merci pour tes feedbacks. Ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai envie de devenir vraiment le meilleur. Cette volonté de toujours vouloir devenir le plus fort, on en parlera plus tard, mais c'est un autre sujet. Et là, il me dit, t'es sûr de toi? Je lui ai dit oui, clairement. J'étais prêt à rentrer chez moi vexé, en chialant, je voulais progresser et qu'il me fasse tous les feedbacks, tout ce qu'il pensait de moi, sincèrement. Et bien ça n'a pas loupé, je suis rentré chez moi en chialant, vexé. Ça m'a foutu des claques et il m'a remis en question sur plein de choses. Et ça m'a énormément servi dans le pro comme dans le perso. D'accord. C'est la transparence. Alors, c'est Netflix, Red Hastings, qui écrit ça dans son bouquin. Hein, c'est la transparence, comment il appelle ça, radicale, mais qui n'est pas évidente à mettre en place dans des entreprises. Mais si tout le monde joue le jeu, ça passe mieux. C'est-à-dire que tu peux faire un feedback à ton patron, vraiment transparent, de manière honnête et radicale. Il doit l'accepter parce que c'est mis en place à travers toutes les strates de l'entreprise. Mais encore une fois, si tu ne peux pas le faire à ton N+1, c'est compliqué ensuite de l'accepter. Donc, et c'est toute la notion la culture du feedback en interne. Et c'est ce qu'on repère très rapidement dès le départ quand on arrive dans les boîtes, c'est le niveau de transparence qu'il y a. Et ça permet de définir un peu la culture. Donc nous, on vient évangéliser et sensibiliser ce concept, mais il y a beaucoup d'éducation à faire derrière. Ouais. Et surtout un élément phare sur lequel on pourra se reposer tout à l'heure, qui est la capacité à recevoir du feedback. Parce que le faire, il y a une manière de le faire, mais surtout cette capacité à le recevoir.
Et c'est ce que j'ai travaillé du coup avec Vincent à l'époque. Et c'est ce qui m'a permis de passer d'un jeune stagiaire commercial à directeur des comptes clients d'une start-up de plus de 1200 salariés à l'âge de 27 ans. Oui, j'avais vu un TEDx justement sur la science du feedback. Donc, il parlait justement de la technique du sandwich où tu donnes un compliment, ensuite tu donnes un défaut ou une critique, et ensuite un compliment. Tu enveloppes la critique avec 2 compliments. Et en fait, lui donnait en fait un chiffre un peu clé en disant vous pouvez faire des critiques, il faut quand même faire un certain nombre de compliments, de choses intéressantes, parce que sinon vous allez détruire la confiance de votre interlocuteur. Dans le sport, c'est assez flagrant, hein. C'est-à-dire que si vous avez un coach qui ne fait que des critiques, ça va, à un moment donné, ça va coincer avec les joueurs ou les coéquipiers. Et donc lui, il disait, pour 2 critiques, il fallait faire quand même 7 compliments, de choses, de bonnes pratiques à analyser. Et quand tu fais un feedback vidéo, par exemple, avant d'aller tout de suite sur la critique et ou le point amélioré, parce qu'il dit plutôt dire point amélioré que défaut, il fallait quand même insister sur les bonnes pratiques, parce que ça renforçait la confiance de quelqu'un. Je ne sais pas si tu avais vu un peu ça dans je ne l'avais pas forcément vu, mais on l'applique naturellement. On parle d'abord des points forts et ensuite les axes de progression sur lesquels il faut miser pour justement faire part des feedbacks constructifs. Donc très aligné avec la méthode. Et pour revenir sur cet aspect-là, ça permet de faire progresser aussi les gens. Donc il y a une manière de le faire, on en parlait tout à l'heure. Mais pour nous, c'est devenu maintenant un vrai red flag dans nos entretiens d'embauche. Oui. Donc pour info, on recrute des gens chez Ignify, mais aussi pour nos clients, que ce soit commerciaux, managers ou directeurs commerciaux. Et on a un red flag, c'est un impondérable, c'est la capacité à recevoir du feedback. Et comment tu le détectes en entretien, ça ? Alors, dans notre process d'entretien, on vient faire des mises en situation. Ah oui, tu fais ça, ouais. Voilà, on adapte du coup le format en fonction du produit, du marché. On vient les challenger sur des compétences sales, des compétences de management, et volontairement, on va aller pointer du doigt les choses qui ne vont pas, et on voit tout simplement leur manière de réagir au feedback. Est-ce qu'ils se trouvent des excuses ? Est-ce qu'ils sont fermés ? Est-ce qu'ils sont vexés ? Et on vient un peu les titiller volontairement pour voir comment ils auto-analysent aussi leur capacité à recevoir du feedback. Et pour nous, c'est un élément clé. Même si le mec a été excellent sur le sales case et le management case, si à la fin, la capacité à recevoir du feedback, c'est une catastrophe, c'est un vrai danger pour la boîte. Oui, c'est vrai que j'ai managé une équipe de plusieurs commerciaux, une dizaine, et c'est vrai que les éléments les plus compliqués et justement où les performances pouvaient être en déclin, c'était souvent effectivement les personnes qui avaient du mal à recevoir le feedback. Ouais. Et je retrouve le parallèle dans le sport, c'est pareil, hein, quand j'entraîne une équipe moi je fais du basket, souvent les éléments qui ont du mal à avoir du feedback, ça va être des éléments plus individualistes et qui progressent moins que l'autre partie de l'équipe qui, eux, vont progresser parce qu'ils vont écouter les retours. Complètement. Et dans mon exemple, avant que Vincent arrive, j'étais ce fameux performeur, mais qui avait encore 1 milliard de choses à travailler. Sauf que je ne le savais pas. Et je n'étais pas prêt à recevoir le feedback en plus de ça. Et quand j'ai perçu les bienfaits, c'est là où j'ai le plus progressé. Et c'est bien beau de savoir quand tu recrutes quelqu'un ce que la personne a fait, le CV montre donc tout ce qu'il a été amené à faire, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est savoir ce qu'il va être amené à faire. Et cette capacité à recevoir du feedback, c'est cette capacité à progresser, à apprendre des autres, mais aussi à s'adapter en fonction de la trajectoire de la boîte, d'autant plus quand il y a une telle mouvance dans les startups. Et quand tu accompagnes tes clients chez Ignify, tu leur expliques ça, tu leur dis on va mettre en place ce que nous on appelle la bienviolence, tu leur expliques ça ? Exact, dès le départ. Ils se disent oula. Même ils le vivent dès le départ. Parce que dès notre premier diagnostic, en fait, ce qu'on fait dans les entreprises en général, pour amorcer la relation, on fait un diagnostic en interne, on vient en physique, on vient faire des points individuels avec tous les key people de la boîte, et on voit aussi la manière dont interagissent les gens. Et à la fin de la journée, on fait un feedback bien violent aux dirigeants. Aux dirigeants, d'accord. Directement. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ils deviennent tous adeptes de ce principe, parce qu'on leur en parle, on leur explique notre manière de fonctionner, et donc s'ils sont adeptes, c'est plus facile du coup derrière à transmettre auprès des équipes, et ça a un bienfait fort, parce que naturellement, ils intègrent et ils ancrent dans leur culture cette notion de feedback bien violent, qui est hyper bénéfique.
C'est vrai que quand tu es dans une entreprise, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou salarié, tu peux avoir la tête dans le guidon. Mm. Tu vois des choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Et ça peut créer des non-dits, ça peut créer des critiques un peu Mm. envers chaque collègue, etc. Si tu as quelqu'un qui peut être un manager ou quelqu'un d'extérieur comme vous, qui pose les mots sur des situations un peu latentes, et ben en fait, ça va crever l'abcès, ça va débloquer des choses et ça va permettre de passer à la suite, de passer à autre chose. C'est ça. Et donc c'est tout un concept. Tu parlais des non-dits, tu vois, typiquement, j'ai vécu beaucoup de temps dans ma vie dans du non-dit et j'ai découvert la bienveillance et les bienfaits que ça pouvait apporter. En revanche, il y a une manière de faire le feedback. Donc on parlait d'accepter ce feedback-là et la manière, ça se repose sur trois choses. Le timing, la posture et les mots. Le timing, c'est savoir faire le feedback au bon moment. Si un sales fait une connerie sur le plateau, tu vas pas t'amuser à le pointer du doigt devant tout le monde et le foutre la honte en public. C'est important de choisir le moment. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre le lendemain pour lui faire le feedback? La posture, parce qu'un feedback, on dit tous très souvent que le feedback is a gift, c'est un cadeau, c'est pas un ordre. Donc on se met au même niveau que la personne, on est là pour lui partager un point de vue. Donc ça se travaille sur la manière de le communiquer. Et les mots choisis. On parlait tout à l'heure de points positifs et d'axes d'amélioration, et non pas les points négatifs. Donc ça se travaille, ce feedback. Beaucoup de boîtes, malheureusement, ont encore des choses à améliorer sur cette manière de faire. Et si en plus de ça, on augmente le niveau d'exigence et le feedback juste dont tu parlais tout à l'heure, alors ça crée Oui, tu peux un ajouter miracle. aussi, moi j'avais utilisé cette méthodo, hein, tu donnes les faits. Par exemple, bah voilà, tu as passé X appels cette semaine, tu en as réussi Y, et puis voici ce que ça donne, tu as mis ça dans le CRM et tu as oublié ça. Ça, ce sont les faits. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, deuxième partie, donner la parole à l'interlocuteur. Bah, moi, cette semaine, j'ai eu des soucis de famille, donc c'est vrai que j'ai été moins au bureau. Enfin, donc, Mmh. savoir un peu de son côté qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est des facteurs internes, externes, ou est-ce que c'est le manager qui lui a mal transmis les informations? Et après, troisième partie, moi en tant que manager, voici ce que j'en pense, voici mes pistes d'amélioration, voici ce qu'on peut travailler si tu le souhaites. Et de nouveau, tu redonnes la parole à l'interlocuteur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois, toujours pour donner un peu un Mmh. rôle à la personne que tu Mmh. manages, parce que sinon, c'est toujours descendant. Ouais, c'est vrai. Et lui faire verbaliser la solution. C'est ça. Mmh. Et en fait, c'est au même titre que de la vente, on va faire de la psychologie. Et quand on est manager, on ne vend pas des produits, on vend des idées à nos salariés. Et faire vendre des idées, c'est poser des questions. Quand il y a eu une erreur ou même une démotivation, c'est essayer de comprendre. Ok, il y a un constat, il y a un fait, il y a une perte de résultat ou une perte de motivation. Comment tu l'expliques? Qu'est-ce qui fait que? Et selon toi, qu'est-ce que l'on devrait changer ou mettre en place pour que ça soit corrigé? Et à la fin, en tant que manager, on reformule du coup pour montrer que ça vient de lui, pour qu'il considère encore mieux le feedback, et tu ajustes en donnant un petit conseil. Ça sera toujours mieux accueilli que si tu lui donnes directement le feedback en mode en fait tu fais de la merde donc tu devrais faire ça. C'est ça. C'est Donc ça. très aligné avec la méthode. Très bien. Bon, bah, c'est très bien parce que tu as donné justement des verbatims pour les auditeurs qui peuvent réutiliser. Mm. On arrive à plus de trois quarts d'heure d'interview. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur tout ce qu'on a dit avant de passer aux questions de la fin? Pas à rajouter, mais pour résumer, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans l'ordre des choses. Il est important de structurer avant de mettre de la vélocité et ensuite on passe du temps avec de l'humain. Et il faut vraiment passer du temps avec. Pour moi, c'est vraiment l'ordre des choses à respecter pour s'assurer qu'on n'oublie aucune étape. Très bien. Ben écoute, merci beaucoup Maxime pour, je pense que c'est très clair hein, la structure de cet épisode pour appliquer justement les conseils que tu as donnés. On va passer aux questions de la fin en mode ping-pong que je pose à tous les invités. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit que tu as fait selon toi beaucoup trop tard? Ça peut être que ce soit dans la vente ou dans l'entrepreneuriat. Euh, Dans le management, pour le coup, je pense que j'ai passé trop de temps à essayer de sauver des profils qui n'avaient pas leur place dans l'environnement startup, par exemple,
où je me suis moi-même responsabilisé et même mis la faute sur moi parce que je n'arrivais pas à faire monter en puissance certains commerciaux. Et je pensais clairement que ça venait de ma capacité à transmettre et à motiver les profils. Et avec du recul, je me suis plutôt rendu compte que ça venait plutôt des profils en question. Est-ce qu'ils correspondaient à cet environnement-là? Est-ce qu'ils avaient vraiment envie d'être là? Et est-ce que ce métier leur correspondait ou pas? Donc j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est plutôt recruter les bonnes personnes pour l'écosystème en question. On accompagne des startups et aussi des PME, et c'est peut-être pas forcément les mêmes profils, même voire pas du tout. En startup, il faut respecter certains critères. Et aujourd'hui, j'ai vraiment 3 impondérables pour s'assurer d'avoir le meilleur profil pour une startup. Et on l'applique dans tous nos recrutements. C'est déjà on en parlait tout à l'heure, la capacité à recevoir du feedback. Ça, c'est essentiel pour la progression et pour cette capacité de changer de cap en cours de route. Le deuxième point, c'est le couteau entre les dents. C'est, tu vends avec tes tripes. Il faut que tu aies un profil qui soit bâtisseur. Un mec qui a envie de construire un projet, qui soit animé par le fait d'aller construire de A à Z un projet. On parlait du principe du 0 to 1. Il faut aller chercher ce genre d'indicateurs sur ces profils. Et le troisième point, c'est comment il se renseigne. Il s'alimente sur quelles ressources? Ça va servir à 2 choses. C'est sa montée en puissance de manière totalement autonome, sur des sujets de la vente, du management, etc. Et ça va aussi t'apporter une veille de ce qui se passe sur le marché pour aller aussi challenger tes pratiques. Et en startup, tu n'as pas le choix. Dans le sens où il faut des profils qui sachent aussi être autonomes et te challenger dans ton quotidien. Très bien, donc vraiment importance du recrutement. Essentiel. Donc voilà la leçon que j'en ai tirée. Très bien. Dans un peu le même type de question, est-ce qu'il y a une prise de conscience que tu aurais aimé faire plus tôt dans l'entrepreneuriat, la vente C'est plutôt à titre perso. J'ai eu 30 ans récemment. D'accord. Et je pense que je ne me suis pas assez accordé de reconnaissance sur ce que j'ai fait. Et j'en ai pris conscience là récemment. Je me suis mis dans un tunnel de 10 ans à toujours vouloir être le meilleur. À 30 ans, tu as déjà une belle carrière. Hein. Alors ouais, Tu as déjà un beau CV. et justement, et je pense que je n'en ai jamais été fier et je ne m'en suis jamais remercié pendant 10 ans. Je me suis mis dans un tunnel où il fallait toujours être le meilleur. J'avais une culture il y aura toujours quelqu'un qui fera un appel de plus que toi, un rendez-vous de plus que toi, ou un contrat de plus que toi. Et je voulais être ce quelqu'un auprès de tout le monde. J'avais vraiment cette envie d'être le premier, de me challenger. Et une fois le résultat atteint, j'étais en mode, bon allez c'est bon, next step. Et je me suis rendu compte que pendant ces 10 dernières années, j'ai eu une expérience extraordinaire avec 2 licornes, Vicio au tout début et Ignify. Enfin, je vis un idylle professionnel avec Vincent et notre boulot c'est d'accompagner des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs ambitieux avec des projets géniaux et c'est hyper excitant. J'ai de quoi être vraiment reconnaissant de ce que j'ai fait et j'ai mis vraiment trop de temps à l'être et maintenant je profite. J'arrête cette course à vouloir toujours être le premier et je me dis, je profite de ce qui se passe et j'ai mis trop de temps à le faire. Donc tu t'accordes un peu plus de temps pour toi peut-être. Ça serait te mentir, ouais, c'est ça, ça serait te mentir. Non, je pense que je passe plus de temps à me dire, s'il y a un problème, c'est pas grave en fait. Oui. Parce que j'ai déjà parcouru 10 années géniales, je suis dans une situation aujourd'hui qui est hyper confortable et la boîte fonctionne bien avec mon associé, je pourrais imaginer mieux, franchement je suis au top du top. Ouais. Donc il faut savoir aussi prendre du temps pour être reconnaissant de ce qui se passe. Très bien, c'est un bon message. Là c'est une question un peu plus triviale, est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 € qui a changé ta vie? Ouais, alors c'était il y a 10 ans. D'accord. J'en parle souvent, mais un achat qui a fait la diff dans toute ma vie, c'est ma première paire de running qui m'a coûté, je pense, 70 ou 80 €. C'était des New Balance orange fluo. Elles étaient dégueulasses, mais... On te voyait dans la nuit comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, elles corrèlent à un moment de ma vie qui était assez compliqué. À 20 ans, avant d'arriver à Londres, j'étais, je pense, avec du recul, un peu dépressif. Parce que j'avais redoublé 2 fois, j'ai raté mon bac, je me suis fait virer de mon école de commerce, j'avais pris une vingtaine de kilos, je fumais beaucoup, je faisais pas de sport. Ah ouais. Je venais de me faire tromper par ma copine. Enfin bref, c'était un moment de ma vie qui était assez complexe. Et à ce même moment, du coup, je vais à Londres pour travailler dans ce fonds d'investissement. Et à cette époque-là, mes grands frères couraient énormément.
ils faisaient des marathons, ils n'arrêtaient pas de faire des courses dans tous les sens. Et j'étais vraiment admiratif. Et je me suis dit, bah, c'est quoi, moi aussi, je vais m'y mettre. J'ai fait 2 km en 15 minutes. J'étais essoufflé, j'étais mort. Et aujourd'hui, je fais des marathons, je fais des 10 km en moins de 40 minutes. J'ai progressé et j'ai adoré le cadre et la discipline que ça m'a apporté. Et à ce moment-là de ma vie, ça a été tellement important parce que je me sentais vraiment mal. Et ça arrivait en même temps que j'ai découvert cet écosystème startup. Et je pense que ça m'a énormément servi aussi parce que j'ai transposé tous les bienfaits du sport, la santé, la rigueur et autres, même cette capacité à progresser rapidement, parce que quand on s'entraîne bien, on arrive à voir les progrès physiquement parlant. Et ça m'a vachement équilibré dans ma carrière pro. Très bien. Bon, ce qui est bien avec le running, c'est que tu as besoin que d'une paire de baskets, effectivement, et tu peux y aller. Exactement. Un short aussi. Ouais, aussi, en parallèle. Très bien. Bah, écoute, merci. Dernière question avant de clôturer l'épisode. Je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Tu me proposes quelle personne? J'aimerais bien voir Charles Thénault, donc De le Lemlist, ouais. CEO de Lemlist, ouais, qui a remplacé donc, Guillaume Moubèche. Pour la simple et bonne raison que je suis vraiment admiratif de ce qu'il est en train de faire. Enfin, déjà prendre le relais après Guillaume Moubèche d'une telle boîte, Facile, ouais. c'est pas évident, en termes de positionnement, en termes aussi de management avec les équipes. Et autre chose, c'est que je trouve son contenu hyper pertinent. Enfin, la vision qu'il a aujourd'hui du revenu, que ce soit via les ops ou la machine commerciale, je suis vraiment fan de sa vision et je trouve qu'on n'avait pas encore de pilier comme tel dans l'écosystème French Tech Sales. Et je trouve qu'il fait vraiment du bien. Donc je serais curieux de savoir ce qu'il pourrait nous partager dans ce genre de podcast. Écoute, j'ai interviewé Yann, son Head of Sales, il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi pas inviter Charles maintenant. Donc si Charles, tu vois cet épisode, tu écoutes cet épisode, c'est pour toi. Tu es le bienvenu. Écoute, merci beaucoup Maxime. J'espère que ça t'a plu. Bon, on a eu chaud dans ce studio de podcast. Je confirme. C'est l'été, donc c'est vrai qu'on fait avec. Charles, bonne continuation. Si on jamais Maxime, pardon, j'étais parti sur Charles. Maxime, bonne continuation. Si on veut te joindre pour en savoir plus sur Ignify, comment on fait? LinkedIn, notre site, et tout est dispo de toute manière sur ces éléments-là, donc n'hésitez pas. Maxime Robles sur LinkedIn. Très bien. Et on a toutes les coordonnées sur ton LinkedIn. Exact. Écoute, Maxime, merci infiniment pour cet épisode. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Vous aurez la version écrite dans la newsletter Les Chroniques de la Vente, la version audio sur toutes les plateformes audio et la version vidéo sur YouTube et LinkedIn. À bientôt Maxime. Merci à toi, à bientôt. Salut.